Si vous deviez deviner combien d'hôpitaux diriez-vous qu'il y a dans le monde entier? Étant donné qu'il y a plus de 7,7 milliards d'habitants sur Terre, vous pensez peut-être à un chiffre élevé, comme 500 000, 750 000, peut-être même 1 million. Bah, c'était mon cas. Mais selon les registres, on estime qu'il n'y a actuellement qu'environ 100 000 hôpitaux en activité dans le monde. Bien que ce nombre soit faible, le niveau de soins prodigués varie considérablement d'un pays à l'autre en fonction des systèmes de santé dont ils dépendent. De la nourriture servie au coût d'une opération, il est temps de comparer les différents hôpitaux et les normes de soins de santé à travers le monde. Tarif de base. Ouais, rien n'est gratuit dans la vie, et cela vaut particulièrement pour les soins de santé. Même dans les pays dotés d'un système de santé universel où tout le monde a accès aux soins médicaux, ce système est financé par les impôts, une assurance obligatoire ou une initiative similaire qui ne laisse personne sur le carreau. Mais les citoyens peuvent également souscrire à des assurances maladie privées, ce qui leur permet de payer plus pour bénéficier de soins médicaux plus confortables. Parmi ces pays, on peut citer le Canada, l'Australie, la Russie, presque toute l'Amérique du Sud et l'Europe, le Royaume-Uni, la Chine et, croyez-le ou non, la Corée du Nord pour n'en citer que quelques-uns. Les pays qui ne disposent pas d'un système de santé universel s'appuient généralement sur des organismes d'assurance où les individus sont responsables de souscrire une assurance maladie privée qui peut également être fournie par l'employeur ou par l'État. Si ce n'est pas le cas, vous n'avez généralement pas d'autre choix que de payer d'avance. Les pays qui ont recours à ce système sont notamment l'Indonésie, la Thaïlande, l'Afghanistan, le Suriname et le plus célèbre d'entre eux, les États-Unis, seule nation industrialisée et riche à ne pas disposer d'un système de santé universel. Le principal argument avancé contre la mise en place d'un système de santé universel est qu'il obligerait les personnes en bonne santé à payer pour des soins médicaux des personnes malades. Cela va apparemment à l'encontre des valeurs américaines de libre choix et de responsabilité individuelle. Ainsi, un Américain paie en moyenne 7 470 $ par an pour son assurance maladie. Au Canada, le montant annuel dépensé par le gouvernement pour les soins de santé par personne est d'environ 3 450 $. Au Royaume-Uni, il est d'environ 3 240 $ et au Japon, il est d'environ 3 600 $. En fait, le pays qui se rapproche le plus des États-Unis en matière de dépenses de santé universelle est l'Allemagne, avec un peu plus de 5 055 $, soit tout de même un tiers de moins. Mais voyons voir ce que tout cet argent vous permet réellement d'acheter lorsque vous en avez le plus besoin. Chambre et conditions. Compte tenu des différents modes de financement des soins de santé, l'état des chambres d'hôpital et des ressources peut varier considérablement d'une région du monde à l'autre. Au Sierra Leone comme aux États-Unis, les soins de santé ne sont pas gratuits et l'ensemble du secteur est notoirement sous-financé. Il était si mal équipé pour faire face à l'épidémie d'Ebola en 2014 qu'il a fallu faire appel à des volontaires extérieurs pour aider et dispenser davantage de formations. Le manque de ressources de l'hôpital Connaught, l'un des hôpitaux les mieux financés, reste toutefois évident. Toutes les salles sont communes et peuvent accueillir jusqu'à 50 patients en attente d'être soignés, mais elles sont régulièrement surpeuplées. L'équipement, les médicaments de base et même les médecins sont limités, avec un seul médecin à temps plein affecté à l'unité des soins intensifs, et tout cela doit être payé d'avance par les patients. Les salles semblent toutefois disposer gratuitement de moustiquaires en nombre suffisant pour aider à prévoir le paludisme chez les patients qui y sont exposés. En Corée du Nord, la situation n'est guère meilleure. Bien que le pays affirme disposer d'un système de santé universel, les témoignages peignent un tableau bien différent. Les transfuges de cette dictature militariste affirment que la politique de gratuité des soins de santé ne s'applique qu'aux classes supérieures vivant à Pyongyang. La plupart des citoyens nord-coréens doivent payer les actes médicaux, ainsi que les instruments médicaux et les médicaments nécessaires, comme au Sierra Leone. Pour aggraver encore la situation, il rapporte que la plupart des hôpitaux ne disposent ni de chauffage ni d'électricité. On estime que depuis la pandémie de Covid, qui a mis un terme à presque tous les échanges commerciaux avec ce pays reclus, les dépenses liées à la santé ont encore chuté. On ignore actuellement l'état du système médical, mais les experts estiment que pour la majorité des 25 millions d'habitants, ce n'est pas une bonne nouvelle. Au Japon, la situation ne pourrait être plus différente. Le gouvernement et les employeurs prennent en charge la majeure partie des frais médicaux, tandis que les patients paient jusqu'à 30%, tous les résidents japonais étant tenus par la loi d'avoir une assurance maladie. Cependant, tous les frais médicaux sont strictement réglementés par le gouvernement afin de les maintenir à un niveau abordable. Les personnes trop pauvres pour s'assurer sont prises en charge par le gouvernement. Grâce à cette loi, les citoyens japonais consultent en moyenne 3 fois plus souvent un médecin que leurs homologues américains. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi.
Les chambres privées comme celle-ci, à l'université de Tokyo, mesurent plus de 150 mètres carrés, disposent de 3 téléviseurs, d'une kitchenette, de 2 toilettes et d'un salon complet. Le coût 231 000 yens par jour. Cependant, en ne payant que 30 pour ça, cela ne revient qu'à 69 300 yens par jour, soit un peu plus de 530 $. Oui, cela semble assez cher, mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Jusqu'à récemment, l'hôpital Mizuguchi de Tokyo, techniquement une clinique gynécologique, offrait aux femmes enceintes la possibilité d'accoucher dans une chambre luxueuse. Décorée avec le mobilier et les équipements les plus raffinés, les nouvelles mamans avaient le droit à un dîner de fête et à un goûter après avoir donné naissance à leur petit bout de chou. Le coût? Oh, seulement 75 000 $ par nuit. Oubliez la cuillère en argent, ces bébés naîtront avec tout un kit d'argenterie dans la bouche. À Dubaï, un seul type de luxe ne suffit pas. Dans leur version la plus luxueuse, les hôpitaux peuvent proposer 2 types de chambres privées haut de gamme, VIP et Royal. Les chambres VIP du City Hospital, par exemple, ressemblent davantage à des appartements de luxe équipés de lits médicaux. Plusieurs téléviseurs, des panneaux en plaquage de chaîne et une technologie de pointe. Le tout pour la modique somme de 9 300 dirhams émiratis, soit environ 2 500 $ par nuit. Cependant, la suite royale du même hôpital, avec ses entrées et sorties privées et ses 350 mètres carrés, n'est pas allouée. Selon certaines informations, elle serait réservée aux membres de la famille royale. Voilà ce qu'on appelle une chambre exclusive. Alors, où se situe l'Amérique là-dedans? Eh bien, le pays dispose de certains des hôpitaux les plus high-tech au monde, comme le Kaiser Permanente de San Diego Medical Center. Les chambres privées y sont modernes et propres, tandis que l'hôpital lui-même est équipé de certaines des technologies médicales les plus avancées au monde et emploie un personnel hautement qualifié. Combien coûte un séjour ici, me direz-vous? Les coûts dépendent du diagnostic du patient, mais une chambre privée coûte ici 4 400 $ par nuit et peut grimper jusqu'à 6 000 $, même si ces coûts peuvent être réduits d'un tiers s'ils sont payés en espèces. Et cela ne comprend que la chambre, sans les services médicaux. Pour vous faire un ordre d'idée, même la chambre privée la moins chère coûte environ 1 000 $ de plus qu'une nuit à l'hôtel Ritz-Carlton. À ce prix-là, j'espère vraiment que le Kaiser Permanente offre un service 5 étoiles. Et vous savez ce qui ne coûte pas un centime? Cliquez sur les boutons j'aime et s'abonner ci-dessous. Et si vous aviez une anecdote sur les soins de santé, n'hésitez pas à la partager dans les commentaires. C'est fait? Super, alors que comparons-nous ensuite? Accouchement. Maintenant que vous avez une idée des coûts de base, permettez-moi de vous poser la question suivante. Selon vous, combien coûte un accouchement à l'hôpital dans certains de ces pays? Commençons par le Royaume-Uni, un pays très fier de son NHS ou National Health Service, Service national de santé. Ce système de santé universel couvre tous les frais hospitaliers publics, ce qui signifie que l'accouchement dans un hôpital public est entièrement gratuit. Le niveau de soins prodigué par le NHS est également très élevé, avec un taux de mortalité maternelle, le rapport entre le nombre de décès de femmes en couche et le nombre de naissances vivantes, qui n'est actuellement que de 9 pour 100 000 naissances. Si une future mère décide toutefois d'accoucher dans un hôpital privé pour bénéficier des soins plus personnalisés, des délais d'attente plus courts et d'un service de type hôtelier, les coûts augmentent soudainement pour atteindre en moyenne 5 850 livres, soit environ 7 160 $ par nuit. Et cela n'inclut pas les frais supplémentaires liés au personnel, comme les anesthésistes et les obstétriciens. La situation est similaire en Chine, où les frais d'accouchement dans un hôpital public sont généralement pris en charge par l'assurance publique. Cependant, dans le pays le plus peuplé au monde, les ressources sont limitées et de nombreuses femmes enceintes se tournent vers des cliniques privées qui peuvent facturer plus de 100 millions, soit environ 15 700 $. En termes de taux de mortalité maternelle, celui-ci s'élève actuellement à 18 décès pour 100 000 naissances vivantes, soit 2 fois plus qu'au Royaume-Uni. En Arabie Saoudite, le système est similaire. Les hôpitaux publics sont gratuits pour les citoyens saoudiens, mais les étrangers ou les expatriés doivent souscrire une assurance s'ils prévoient d'accoucher dans le pays. Sinon, ils pourraient devoir payer de leur poche des frais d'accouchement de plus de 5 000 rials saoudiens, soit environ 1 300 $. Cela peut sembler cher pour un hôpital public, mais l'Arabie Saoudite affiche un taux de mortalité maternelle impressionnant de seulement 7 pour 100 000 naissances vivantes. Et, grâce aux normes en vigueur dans ce pays, certaines compagnies d'assurance proposent de couvrir des dépenses telles que le perçage des oreilles pour les bébés filles. Des bijoux gratuits pour les bébés? Ouais, c'est plutôt sympa. Bon, alors comment se classe l'Amérique là-dedans? Eh ben, pas très bien. Le coût moyen d'une naissance commence à 10 800 $. Et, chose choquante, cela ne comprend aucune complication et l'assurance. Cependant, selon l'hôpital, les prix peuvent varier considérablement, car ce sont les hôpitaux qui fixent les prix des soins qu'ils fournissent. L'accouchement le moins cher avec une assurance se trouve en Alabama, où il coûte environ 5 230 $ pour un accouchement naturel.
Si vous n'avez pas d'assurance, le dernier endroit où vous voudriez vous trouver, c'est l'Alaska. Car pour un accouchement naturel, il facture en moyenne 20 200 $. Et pour une césarienne, ce montant grimpe à 28 600 $. Ouais, n'oubliez pas que tout cela ne concerne que l'accouchement, littéralement. Si vous souhaitez tenir votre bébé dans vos bras après l'avoir porté pendant 9 mois, vous pouvez vous attendre à payer environ 40 $ pour le contact peau à peau sur votre facture détaillée à l'hôpital. Eh bien, pour ce prix, au moins les soins fournis permettront de réduire considérablement le taux de mortalité maternelle, n'est-ce pas? Non? Eh bien non. Avec environ 24 décès pour 100 000 naissances vivantes, les États-Unis ont catégoriquement le pire ratio parmi tous les pays développés et industrialisés. Cela s'explique par le manque général de personnel de santé spécialisé dans les soins maternels, comme les sages-femmes et les obstétriciens, par rapport au nombre de naissances, avec seulement 12 pour 1000 naissances vivantes. Dans presque tous les autres pays riches et industrialisés, à l'exception du Canada, ce chiffre est 2 à 6 fois plus élevé. Oh maman! Bien que cela semble grave, la situation pourrait être bien pire. Au Soudan du Sud, le taux de mortalité maternelle est le plus élevé au monde, avec 789 décès pour 100 000 naissances vivantes. Cela s'explique par le fait que 67 des 79 comtés du Soudan du Sud disposent de services de santé insuffisants, voire inexistants, en raison de structures délabrées, d'équipements obsolètes et de fermetures d'établissements de santé. Actuellement, la maternité de l'hôpital universitaire de Djouba, seul hôpital de référence dans un pays qui compte plus de 10,1 millions d'habitants, dispose de moins de 50 lits. L'hôpital fournit des soins gratuits, mais les coupures d'électricité sont fréquentes, et les ressources, les médicaments et le personnel médical qualifié sont plus que rares. Il n'est donc pas surprenant que près de 90% des femmes enceintes du Soudan du Sud accouchent à domicile. Si la situation du Soudan du Sud n'est pas enviable, celle de la Norvège l'est assurément, avec seulement 2 décès pour 100 000 naissances vivantes. La Norvège affiche l'un des taux de mortalité maternelle les plus bas au monde. Et combien coûte ce système de santé manifestement excellent? Outre la gratuité des soins publics, les nouveaux parents sont en fait rémunérés pour avoir des enfants. Cette allocation, appelée Barnetrygd ou allocation familiale, est versée à la plupart des nouveaux parents norvégiens que l'enfant soit né ou adopté. Ils peuvent choisir de recevoir une somme forfaitaire de 90 300 couronnes norvégiennes par enfant, soit environ 9 200 $. Cela permet de couvrir une partie des dépenses liées à l'arrivée d'un nouvel enfant et d'assurer une meilleure qualité de vie à la famille. Mais l'aide ne s'arrête pas là, car les parents ont ensuite droit à de petites allocations mensuelles d'environ 140 $ jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de 18 ans. Mais ce n'est pas une particularité liée à la Norvège. La France, la Suède, l'Espagne, l'Italie et plusieurs autres pays offrent tous des subventions et des allocations mensuelles aux nouveaux parents afin de les encourager à avoir des enfants et éviter ainsi la baisse des taux de natalité dans leur pays. Quelqu'un sait comment on demande la citoyenneté européenne? Chirurgie cardiaque. Chaque année, on estime que plus d'1 million de personnes subissent une chirurgie cardiaque. Il s'agit généralement de traiter des valves cardiaques, par exemple un rétrécissement dû à une maladie cardiaque ou une fuite qui permet au sang de refluer. Ces interventions sont essentielles, mais certains éléments peuvent varier d'un pays à l'autre, notamment le prix. Commençons par la Russie. Grâce à leur système de santé universel, toute chirurgie valvaire, qu'elle soit planifiée ou urgente, est gratuite pour les citoyens russes. Cependant, la Russie est ouverte aux soins médicaux privés ou au tourisme médical, qui consiste pour des touristes à se rendre dans les pays dans le but exprès de se faire soigner. Les traitements sont facturés en fonction de leur complexité. Certaines opérations de pontage coronarien peuvent atteindre 340 000 roubles, soit un peu plus de 5 200 $. Au Royaume-Uni, comme en Russie, ce type d'opération est gratuit. Mais elle a tout de même un coût. Compte tenu du nombre de médecins et du matériel nécessaire pour réaliser des opérations cardiaques très complexes, le coût moyen par patient s'élève à 22 900 livres, soit plus de 28 500 $. Et rien n'est à la charge des patients, le seul paiement est le financement provenant des impôts. Au Japon, grâce à un système de santé mixte public-privé, les opérations cardiaques d'urgence de ce type peuvent coûter plus de 7 millions de yens, soit environ 54 000 $. Mais grâce aux différents régimes de couverture des patients mis en place au Japon, la plupart des patients ne payent pas plus de 30% de ce montant. Et pour les procédures plus coûteuses, il existe certaines limites à ce qu'une personne peut payer. Bon, et aux États-Unis alors? Eh bien, les opérations cardiaques d'urgence devraient être couvertes par la plupart des assurances. Cependant, il est toujours possible que vous soyez traité par un médecin qui ne fait pas partie du réseau. Aux urgences, les hôpitaux peuvent faire appel à des médecins qui ne travaillent pas pour votre compagnie d'assurance. Si c'est le cas et que vous n'avez pas l'occasion de demander « Êtes-vous dans mon réseau ?», la compagnie d'assurance pourrait vous facturer la totalité des frais. Dans cette situation, vous pourriez vous retrouver avec une facture astronomique de 200 000 $.
Ouais, oh mon Dieu, je crois que je fais une crise cardiaque, appelez vite une ambulance. D'ailleurs, les ambulances. Si vous vivez en dehors des États-Unis, vous serez peut-être surpris d'apprendre que, oui, les Américains doivent payer les ambulances qu'ils appellent. Et vous serez peut-être également surpris d'apprendre que dans la plupart des autres pays, les services d'ambulance sont presque toujours gratuits. Mais gratuit ne signifie pas toujours meilleur. Au Royaume-Uni, tous les services d'ambulance du NHS sont gratuits, y compris les interventions aériennes. Cependant, le temps d'attente actuel pour une blessure urgente, mais qui ne constitue pas une urgence vitale, est d'environ 3h30. Cela s'explique par une demande accrue et un manque de lits disponibles dans les hôpitaux, ce qui immobilise les précieux services d'ambulance dans les files d'attente des urgences, parfois pendant des heures. À Hong Kong, les ambulances sont également gratuites, mais les délais d'attente atteignent jusqu'à 39 heures. Une fois encore, le système financé par l'État est poussé à ses limites, laissant de nombreuses personnes qui ont besoin de soins dans l'attente d'une intervention. En Inde, alors que le système hospitalier public est gratuit pour la majorité des habitants, il n'y a qu'environ 26 000 ambulances disponibles pour les 1,38 milliard de personnes que compte le pays. Ça représente une ambulance pour 53 000 personnes. Ainsi, les ambulanciers privés peuvent légalement facturer 1500 roupies, soit environ 20 $ pour les 10 premiers kilomètres, puis 100 roupies, soit environ 1,29 $ pour chaque kilomètre supplémentaire. Au Canada, qui repose sur un système public appelé Assurance Maladie canadienne, les ambulances sont gratuites dans certaines provinces, mais pas dans d'autres. Au Québec par exemple, le coût du transport en ambulance est de 125 $ plus 1,75 $ par kilomètre parcouru jusqu'à l'hôpital. Ce tarif de base passe à 400 $ pour les étrangers. Toutefois, ces frais peuvent être supprimés si la personne a été blessée dans un accident de la route, été transportée entre deux établissements ou bénéficie de prestations de sécurité du revenu. En Ontario, la facture s'élève à 45 $. Mais si le trajet est jugé médicalement inutile, les patients peuvent se voir infliger une facture pouvant atteindre les 240 $ pour gaspillage de ressources. En Allemagne, les ambulances publiques sont gratuites pour les citoyens. Mais si un étranger a besoin d'une ambulance, il ne paiera généralement pas plus de 10 €, soit un peu plus de 12 $ grâce au système de santé allemand de classe mondiale qui prend en charge la majeure partie des coûts. Aux Émirats Arabes Unis, les soins de santé ne sont pas gratuits et l'assurance est obligatoire. Les citoyens doivent avoir leur carte de santé sur eux à tout moment en cas d'urgence. En effet, le coût d'une ambulance peut varier entre 600 et 1200 dirhams, soit environ 150 à 330 $. Cependant, le nombre d'appels reçus par le service national d'ambulance a presque triplé au cours des 2 dernières années, et seulement 60% des appels justifient l'envoi d'une ambulance. Et aux États-Unis alors ? Pour une ambulance terrestre, les coûts peuvent atteindre les 1200 $. Pour une ambulance aérienne, 20 000 $. Mais l'assurance devrait couvrir ses frais, n'est-ce pas? Eh ben, une étude récente a révélé que 72% des prestataires de services d'ambulance ne prennent pas en charge l'assurance des patients, car ils ne font pas partie du réseau. Lorsque les ambulances ne font pas partie du réseau, elles peuvent facturer ce qu'elles jugent approprié, et l'assurance n'est pas toujours tenue de payer l'intégralité de ses frais. Cela signifie qu'environ 79% des personnes qui appellent une ambulance se retrouvent avec une facture surprise s'élevant en moyenne à 550 $. Quelque chose me dit qu'il ne faudra pas longtemps avant qu'Uber commence à proposer des services d'ambulance dans son application. Technologie. Même si aucune machine ni aucun robot ne peut remplacer le savoir-faire et la formation des médecins, les technologies de pointe peuvent jouer un rôle important dans le domaine médical. L'hôpital universitaire de Tokyo, par exemple, repousse sans cesse les limites de l'utilisation de la robotique. Il teste des systèmes robotiques conçus pour des opérations de précision extrême, comme la neurochirurgie, et utilise des robots ultra réalistes qui bougent et réagissent à la douleur pour former les étudiants en médecine dentaire. Ces derniers peuvent sembler un peu effrayants, mais ils apprennent aux étudiants à interagir avec un patient plutôt que de le considérer comme un simple kit dentaire. Aux États-Unis, à la clinique Mayo et dans certains centres du NHS au Royaume-Uni, le traitement du cancer passe à la vitesse supérieure grâce à la protonthérapie. Cette technique consiste à diriger un faisceau intense de rayonnement vers les tumeurs dans le corps, au lieu de soumettre l'ensemble du corps aux effets néfastes de la chimiothérapie. Elle est incroyablement efficace pour un petit groupe de personnes et en prime, elle utilise une technologie qui semble tout droit sortie de Star Trek. Au Royaume-Uni, des simulateurs chirurgicaux sont actuellement testés afin d'aider les futurs chirurgiens à développer leur mémoire musculaire et à acquérir des compétences décisionnelles vitales dont ils auront besoin dans un environnement virtuel. J'espère qu'ils ne confondent pas ce programme avec le jeu en réalité virtuelle Surgeon Simulator 2. Comparé à toutes les avancées, les hôpitaux nord-coréens ressemblent à des capsules temporelles.
Le dernier véritable investissement du gouvernement dans le domaine de la santé remonte aux années 1970. Et ça se voit. La plupart des équipements ont été donnés par des pays alliés, comme la Russie et la Chine, mais ne sont pour la plupart obsolètes. Les maternités de l'hôpital de Pyongyang sont la preuve. Beaucoup d'entre elles utilisent encore des incubateurs qui semblent avoir 20 ans. Non, attendez, je retire ce que j'ai dit, c'est un incubateur Atom V75 de 1975. Ces hôpitaux utilisent donc littéralement des machines vieilles de 50 ans, et ça dans l'établissement le plus moderne de la Corée du Nord. Ouais, c'est plutôt chaud. Alimentation. La nourriture servie dans les hôpitaux est universellement considérée comme l'une des pires au monde, juste après les repas scolaires et les rations alimentaires servies dans les prisons. Mais la quantité des plats servis et même les aliments de base peuvent varier d'un hôpital à l'autre. Commençons par la Hongrie, où ironiquement les patients semblent souffrir de faim. Voici apparemment leur petit déjeuner, un morceau de pain, un oignon nouveau et une sauce au yaourt. Si les roulés à l'oignon et à la crème sont un des mets délicats en Hongrie, cette portion me semble un peu maigre. Cependant, une autre photo de la nourriture servie à l'hôpital confirme que les petites portions sont la norme dans les hôpitaux hongrois. Il y a 2 saucisses, une tranche de pain et une véritable cruche de thé. Mais attendez une seconde, ce ne sont pas des saucisses, ce sont des petits pains en forme de croissant. Donc, ce petit déjeuner se compose de pain et de pain. C'est peut-être un indice qui signifie qu'ils veulent que les patients partent, non? Je pensais que ce genre de petit déjeuner était unique, mais il s'avère que c'est la même chose en Pologne. Du pain, du beurre, une demi-tomate, un œuf à la coque et une sauce à base de crème. Même si on ne peut pas nier que ce repas est équilibré sur le plan nutritionnel, j'ai faim rien qu'en le regardant. Partons maintenant vers l'Est pour découvrir les petits déjeuners typiques d'un hôpital de Guangdong en Chine. Même s'il semble un peu sec, il a l'air délicieux. Des pancakes, un petit pain à la viande de porc et du lait de soja. Mais ce n'est pas tous les jours comme ça. Le même hôpital a également servi ce petit déjeuner. Une banane, un œuf à la coque, une pâtisserie aux prunes et du lait de soja. On dit que la variété est importante, mais je pense que je préférais le petit déjeuner numéro 1. Bon, passons au déjeuner. Quoi de mieux que l'Allemagne pour commencer? Il y a apparemment plein d'autres endroits. Il s'agit apparemment d'une omelette italienne aux pommes de terre. Je ne vois pas trop ce qu'il y a d'italien dans les petits pois brûlés, des œufs brûlés et d'étranges petits cubes de pommes de terre. Ça semble être un cas isolé. La plupart des repas servis dans les hôpitaux allemands étant composés principalement de viande, de fromage, de légumes, de pain et de fruits. Ouais, très coloré. L'Autriche semble avoir compris le principe des couleurs, mais pas celui de la cohérence. Une mystérieuse purée verte qui ressemble à de la purée de pommes de terre et une scène de crime. L'étrange cube rose avait apparemment la texture d'un élan. Je n'ose donc pas imaginer la consistance de la sauce rouge qui l'accompagnait. Je parie cependant que ce repas ultra mou a été préparé pour répondre à un régime alimentaire particulier. Peut-être pour quelqu'un qui n'a plus de dents ou de papilles gustatives. Si nous descendons en Australie, ce n'est guère mieux. En 2019, le centre médical Flinders en Australie méridionale a reçu plus de 600 plaintes concernant la nourriture. Et on comprend pourquoi. Des repas complets composés d'une seule tranche de poulet à des assiettes étrangement fades, l'hôpital méritait sans aucun doute toutes ces plaintes à mon avis. De l'autre côté de la frontière, dans l'état de Victoria, l'hôpital Malvern Cabrini sert des repas gastronomiques. Il y a de la variété, de la couleur et la présentation est incroyable. Mais pourquoi une telle différence? Eh bien, l'Australie offre une couverture médicale à tous ses citoyens, mais soutient également les soins de santé privés par le biais d'assurances. Flinders est un hôpital public, tandis que Cabrini est privé, d'où cette énorme différence de niveau. Mais ça pourrait être pire, ça pourrait être la Russie. Est-ce que ce sont des pâtes avec de la viande mystérieuse, sans sauce, sans fromage, rien? J'ai la bouche sèche rien qu'en regardant ça. Un menu russe relativement standard met l'accent sur l'énergie. Donc des aliments riches en protéines et en glucides comme le porridge, les pommes de terre et le fromage sont courants. Délicieux. Mais malgré toutes les nuances que je viens d'apporter à propos de la Russie, même le pire de ce pays ne peut rivaliser avec certaines des bêtises commises aux États-Unis. Cette assiette pitoyable a apparemment été servie à une fière nouvelle maman aux États-Unis. 3 tiges de brocoli, une pomme de terre et... C'est un morceau de charbon? Non, c'est un steak bien cuit. Si cela vous semble difficile à avaler, détournez le regard. Apparemment, ce patient n'avait plus de dents et il n'avait donc plus besoin d'aliments mous faciles à mâcher. Je comprends l'effort nécessaire pour éplucher la pomme, mais était-il vraiment nécessaire de servir ces boulettes de viande insipides et molles? On dirait plutôt un repas pour mon lapin que pour ma grand-mère. Au moins, les portions étaient copieuses, contrairement au maigre repas de ce pauvre patient. Dans un hôpital anonyme de Beverly Hills, quelqu'un a-t-il vraiment essayé de rendre ces 2 saucisses tristes plus appétissantes en ajoutant une garniture? C'est pas vraiment surprenant.
Comme tous les autres aspects des soins de santé en Amérique, les repas sont payés par les compagnies d'assurance. Si la plupart des repas doivent respecter des directives nutritionnelles strictes, il est possible de rogner sur les coûts, ce qui conduit à servir aux patients de nombreux aliments transformés et des glucides bon marché afin de préserver les profits. Cela n'est nulle part plus évident qu'à New York, où la nourriture est apparemment réduite en purée dans les assiettes des patients. Vous ne trouvez peut-être pas cela mauvais, mais ces petits pois sont en fait de la purée de brocoli. Ouais, je commence à avoir la gerbe un peu là. Au Japon, en revanche, les menus proposés dans les hôpitaux sont on ne peut plus appétissants. Le financement mixte des hôpitaux publics et privés permet à des diététiciens agréés de préparer des menus adaptés à l'état de santé des patients. Les patientes des maternités se voient proposer une alimentation variée et nutritive, riche en légumes, en fruits et en protéines maigres. Le riz est servi comme le veut la tradition à presque tous les repas. Les autres patients reçoivent un menu similaire à base de riz, mais complété par du poisson, des fruits de mer, beaucoup de légumes, de la soupe et du thé. Si j'étais hospitalisé ici, je repartirais probablement en meilleure santé qu'à mon arrivée. Selon vous, quel pays dispose des meilleurs hôpitaux et du meilleur système de santé? Et dans quel pays aimeriez-vous le moins être hospitalisé? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude et jusqu'à la prochaine fois, merci de nous avoir suivis.